On en parle dans le Journal Afrique et cette semaine, on vous a posé cette question. Terrorisme au Sahel, le Burkina Faso, nouveau maillon faible. Et on en parle avec vous. Pascal Hérault, vous êtes journaliste, éditorialiste, spécialiste des questions internationales, spécialiste aussi du continent africain, notamment de l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes donc journaliste à l'Opinion. Merci d'être avec nous. Pascal Hérault, on a vu ces dernières semaines l'attaque contre les employés de la mine de Boungou avec 39 morts, une soixantaine de blessés. Cette attaque aussi à Popé Mengao avec la mort d'une quinzaine de civils. Qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso actuellement ? La situation n'arrête pas de se dégrader depuis 2 ou 3 ans. Comme vous l'avez dit en prélude de ce sujet, le Burkina est en train de devenir un nouveau maillon faible avec le Mali. Un député et 3 autres personnes tuées dans une embuscade récemment sur l'axe Djibo-Ouagadougou. J'ai fait le point avant de venir dans votre journal. J'étais parti avec l'armée burkinabé au nord du pays en mai 2018. Il y avait à l'époque 70 000 enfants déscolarisés. On est actuellement entre 300 et 400 000, 2000 écoles fermées. Les postes de police sont en train de fermer tous les uns après les autres. Certains postes militaires se sont aussi repliés dans le Soum et l'Oudalan. Il reste le camp de Djibo, où il y a encore une présence de l'armée burkinabé, mais à quel prix ? Il faut savoir que le renouvellement des troupes en septembre a été fait grâce à l'armée française, à la présence de Barkhane, qui a monté un pont aérien pendant 3 jours pour permettre aux nouveaux soldats de prendre place sur le terrain. La situation est dramatique pour les populations. Vous avez besoin de faire une carte d'identité, vous avez besoin de renouveler un permis de conduire, vous ne savez plus à qui vous adresser. Ouais. Donc que faire ? Venir sur Ouagadougou ? Vous devez, la peur au ventre, prendre les rares cars qui feront encore le trajet entre Ouaga et Djibo. Enfin, la situation n'arrête pas de se détériorer. Et quand on voit le dernier appel du président burkinabé au peuple qui demande un volontariat pour s'engager, pour enrayer la menace djihadiste. On se dit qu'on est dans un aveu d'impuissance. Il n'y a pas de solution. C'est ce que j'allais vous dire, en fait. C'était assez frappant, c'était cet aveu d'impuissance. Aveu d'impuissance des autorités burkinabées, et puis aussi remise en cause de la stratégie française. Parce que dans toute la région, on a éliminé énormément de terroristes ces dernières années, avec des stratégies très claires d'élimination ciblée. Mais l'hydre djihadiste n'arrête pas de repousser. On a beau éliminer les chefs, il y a une recomposition permanente et on ne regagne pas assez de terrain. On est obligé de se replier. Alors là, les jours prochains, le président Macron, la ministre des Armées, ont dit qu'on allait se réengager, qu'on allait réadapter notamment avec d'autres pays européens. Avec d'autres pays européens. On va faire appel à des forces spéciales européennes qui vont être là en appui logistique et surtout pour faire de la formation. Mais on ne voit pas très bien comment tout ça va s'articuler. Des plans Sahel, des alliances Sahel, une force du G5. On a essayé plusieurs dispositifs quand même depuis plusieurs années. Et pour le moment, le constat est le suivant. Les armées internationales et les armées africaines sont en train de s'embourber sur le terrain. Alors, on a reçu des questions, bien sûr, de nos internautes, nos téléspectateurs. Il y a notamment des questions sur Blaise Compaoré. Est-ce que la chute de Compaoré, par exemple, a ouvert la voie à ce terrorisme, pose Al-Blama Ahmad de Yaoundé ? Alors, il y a une espèce de nostalgie, d'ailleurs, aujourd'hui, de l'ère Compaoré, oui. Pour certains. Pour certains. Ce qui est sûr, c'est qu'au temps de Blaise Compaoré, il devait y avoir un certain modus vivendi avec les groupes terroristes. On sait très bien qu'ils ont bénéficié de largesse ou surtout d'une certaine neutralité ou d'appui pour pouvoir se réapprovisionner en logistique ou en armes. Et en échange, il y avait... C'est ce que dit Nelly Sidibé à Montréal. Elle dit que le Burkina a longtemps été la base arrière de djihadistes tolérés par l'ancien régime. Ils avaient le couvert, table et gîte et couvert à Ouagadougou. Et en échange, il n'y avait pas d'intervention sur le sol burkinabé. Tout ça a évolué à la chute de Blaise Compaoré. Les nouvelles autorités ont été sollicitées aussi par les représentants des groupes djihadistes qui voulaient reconduire les mêmes accords tacites. Le nouveau pouvoir n'a pas reconduit ces accords tacites et on est dans une situation qui n'arrête pas de se détériorer. Mais la fracture et le délitement de l'armée burkinabé remontent à 2011. Il faut se rappeler qu'il y avait eu des mutineries, notamment à Ouagadougou. Blaise Compaoré avait essayé de gérer assez pacifiquement dans le dialogue au début, avant de réprimer à Bobo Dioulassou. Et c'est là qu'on avait vu le régiment de sécurité présidentielle monter en puissance avec
de la jalousie dans les autres corps de l'armée, des problèmes aussi entre la police et la gendarmerie où on ne s'est jamais très bien entendu. Et avec la chute de Blaise Compaoré, eh ben, la situation n'a fait que s'empirer. Et malgré la volonté de réforme, de réorganisation de l'armée burkinabé... C'est la question justement d'un internaute. Quelles sont les mesures aujourd'hui de l'État burkinabé justement pour stopper ces djihadistes? Alors, c'est ce qui a été fait déjà depuis 2015. On a essayé de dépolitiser cette armée. Donc, la première chose, ça a été de démanteler ce fameux RSP. Après, on a essayé aussi de recréer une agence de renseignement, parce que le renseignement sous Blaise Compaoré reposait essentiellement sur un homme, Gilbert Diendéré, qui était son chef d'état-major particulier. Donc on a qui a été arrêté. Voilà, on a créé l'ANR. Et tout ça, ça prend du temps. Ça demande des moyens. Le renseignement militaire n'est pas encore au point. Le renseignement technique manque de moyens pour écouter les gens dans la région. C'est des zones qui sont devenues très impénétrables. Et les troupes qui sont... Et surtout, ce sont des étendues tellement vastes aussi que ça doit être extrêmement compliqué. Alors, les Burkinabés bénéficient de l'appui français, mais ce n'est pas suffisant. Alors, on a aussi cette remarque d'Aruna Padienne Bobo Dioulasso qui dit que tous les pays de la région doivent être solidaires, car si ce pays carrefour tombe, c'est toute la région qui aura des problèmes. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez? Oui, c'est une analyse que je partage tout à fait. Il y a des vases communicants entre les groupes terroristes. On voit très bien que ce qui se passe au Burkina actuellement, les bases arrières aussi des terroristes burkinabés, se trouvent au Mali. C'est le Front de libération du Massina, la Kadima Massina, qui est derrière l'appui logistique. Malam Dicko, le fondateur d'Ansarul Islam, qui est très présent dans cette zone du Nord-Est, a été à l'école de Koufa, qui a créé le Front de libération du Massina. Donc les théâtres sont liés, et d'un terrain à l'autre, on peut se replier en fonction des opérations militaires. C'est pour ça actuellement qu'il y a cette opération Bourgou, menée par la force Barkhane avec l'armée burkinabé et malienne, pour essayer de prendre en étau les terroristes des deux côtés de la frontière malienne et burkinabé. Il y a la question aussi, vous l'avez évoqué, de la force G5 Sahel. Voilà, 5000 militaires mobilisés, normalement. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle analyse vous avez, justement, de cette force G5? Cette force a du mal à se mettre en place. Il y a déjà un problème de confiance entre les armées de la région. On sait très bien que les Mauritaniens ont du mal à travailler avec les Maliens. On sait très bien que les Mauritaniens et les Tchadiens considèrent qu'ils ont les meilleures armées de la région et la coopération... Donc il y a une rivalité aussi. Il y a une rivalité, la coopération ne va pas de soi. Les échanges de renseignements ne sont pas toujours ce qui devrait être. Il n'y a pas de fluidité, c'est ça que vous voulez dire. Et puis, il y a aussi la question du droit de poursuite. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dans le cadre du G5 Sahel, les États, les armées des États ont le droit de poursuivre les terroristes à partir du moment où ils franchissent une frontière et qu'on est en train de les chasser. Le problème, c'est que la plupart des armées n'exercent pas ces droits de poursuite. Par exemple, quand vous êtes au Burkina, vous êtes l'armée burkinabé, et vous voulez exercer votre droit de poursuite au Mali, sur qui vous risquez de tomber? Au Mali, vous risquez de tomber sur des milices supplétives de l'État maliens ou alors des groupes terroristes. Et alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, justement? On n'y va pas. La plupart du temps, les armées n'y vont pas. Et donc les terroristes se replient dans des zones où ils se mettent à couvert. Quelle serait la solution, justement, par rapport à ce droit de poursuite? La solution, c'est une meilleure coopération entre les États, et il faut que les armées régulières réinvestissent le terrain. Mais c'est pas ce qui est en train de... Il faut un arsenal juridique aussi, c'est ce que vous dites? Non, mais l'arsenal législatif et juridique est là. Le droit a été entériné par les États, ils ont le droit de passer. Mais il faut surtout que les armées reprennent pied sur le terrain. Autrement, on trouvera toujours dans des zones de non-droit avec des milices ou des groupes armés ou des bandits qui occuperont le terrain. Alors, on a une remarque aussi assez catastrophiste de Yerim Bakary Koné qui dit « c'est toute l'Afrique qui est le maillon faible et pas seulement le Burkina Faso ». C'est vrai qu'il y a certaines zones de fragilité en Afrique, mais on ne peut pas comparer tous les théâtres. On peut parler de l'Afrique de l'Est, des pays comme la Somalie, le Kenya qui sont attaqués. On peut parler de l'espace Boko Haram aussi, sur le lac Tchad, autour du lac Tchad, au Nigeria, Niger également, Tchad, Cameroun aussi, nord-est Cameroun.
Après, il y a des fragilités aussi en RDC, en RD Congo, notamment à l'Est, avec un certain nombre de groupes armés et de milices. Donc, il y a effectivement des zones de fragilité, mais ce qui se passe actuellement sur le théâtre sahélien est très inquiétant. Merci à vous, Pascal Hérault, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à cette question du « On en parle » cette semaine.